payedelapropreté.com. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment essentiel, la grille des salaires 2026 dans le secteur de la propreté. L'objectif est très simple, aider chacun à vérifier que son salaire correspond bien à ce qui lui est dû. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Vous savez, dans le nettoyage, il y a des règles très précises qui fixent les salaires minimums. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces règles sont toujours bien appliquées ? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. Oui, ce chiffre est assez parlant. Une étude récente a montré que près d'une personne sur 3 qui travaille dans ce secteur est en fait payée en dessous du minimum légal, et souvent sans même le savoir. C'est une situation qui est quand même préoccupante et qui montre à quel point il est crucial de bien connaître ses droits. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça ensemble. La toute première chose à comprendre, c'est le document qui sert de règle du jeu pour tout le monde, la fameuse convention collective. Ce document, avec son petit nom de code IDCC 3043, c'est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est un accord officiel qui a été négocié et signé entre les syndicats et les patrons. Et son rôle ? Il s'applique à absolument toutes les entreprises de nettoyage en France, sans exception. Et là, attention, c'est le point le plus important, cette convention, elle a force de loi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est simple. Un employeur a tout à fait le droit de payer plus que le minimum, bien sûr, mais il n'a jamais, au grand jamais, le droit de payer moins. Même si un contrat de travail dit le contraire, c'est toujours la grille de la convention qui gagne. Bon, pour bien comprendre cette grille de salaire, il faut d'abord maîtriser le système de classification. C'est logique, le salaire minimum va dépendre directement des compétences et des responsabilités de chacun. Et tout ça, c'est défini par ce qu'on appelle des échelons. En gros, le système est structuré autour de 3 grandes familles de métiers. Tout en bas de l'échelle, on a les agents de service, les AS. Juste au-dessus, les agents qualifiés, les AQS, qui ont des savoir-faire plus techniques. Et enfin, les chefs d'équipe, les CE, qui sont là pour encadrer le travail. Pour que ça soit plus parlant, regardez, un échelon AS1, ça va correspondre à des tâches de base, comme le balayage ou le dépoussiérage. Un AQS1, lui, va s'occuper de choses plus techniques, faire les vitres, une remise en état ou conduire une auto-laveuse par exemple. Et un CE1, son rôle, c'est de gérer l'équipe, de faire le contrôle qualité. Chaque échelon correspond bien à un niveau de compétence précis. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance. L'échelon, ce n'est pas une information secrète, hein. C'est une mention obligatoire. Elle doit être écrite noir sur blanc sur chaque fiche de paye. Si elle n'y est pas, il faut absolument la demander à l'employeur. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend, les chiffres. Voyons maintenant ce que cette fameuse grille des salaires nous dit pour l'année 2026. Alors, ce tableau nous donne quelques exemples très clairs. Un agent de service au premier échelon, un AS1, doit toucher au minimum 12,47 € de l'heure. Pour un agent qualifié, AQS1, on passe à 13,10 €. Et pour un chef d'équipe confirmé, un CE3, le minimum grimpe à 15,70 €. On parle bien sûr ici de montant brut avant les cotisations. Ce qui est vraiment intéressant à voir ici, c'est l'impact direct de la qualification. Entre le salaire minimum d'un AS1 et celui d'un CE3, il y a un écart de presque 500 € brut chaque mois. Ça montre bien comment la montée en compétences et en responsabilité est valorisée sur la fiche de paie. Mais attention, ce n'est pas tout. Le salaire de base, c'est une chose, mais la convention collective a aussi prévu un autre élément de rémunération très important, et qu'on oublie souvent, la prime d'ancienneté. Alors, comment ça marche ? C'est simple. Cette prime, elle vient s'ajouter au salaire de base pour récompenser la fidélité. Elle démarre après 4 ans dans la même entreprise et elle augmente petit à petit. Après 20 ans, elle atteint 10% du salaire de base. C'est un droit et elle doit apparaître sur une ligne bien distincte de la fiche de paye. Bon, maintenant qu'on a toutes ces informations en main, il est temps de passer à la pratique. Comment faire concrètement pour vérifier si une fiche de paie est correcte ? En réalité, c'est assez simple si on est méthodique. Voici une méthode toute simple en 3 étapes. D'abord, on prend son bulletin de paie et on cherche son échelon. Ensuite, on compare le taux horaire brut qui est écrit avec celui de la grille officielle de 2026. Et enfin, si on a l'ancienneté requise, on vérifie que la fameuse prime est bien là. Ok, mais imaginons, on fait cette vérification et là, on constate qu'il y a un écart, une erreur. Surtout, pas de panique. Il est important de savoir qu'il existe des solutions et des démarches à suivre. La toute première étape, c'est souvent la plus simple. En parler calmement avec son responsable. Ça peut être une simple erreur administrative. Si ça ne donne rien, un courrier recommandé permet de rendre la demande officielle. Et si le problème persiste, on peut aussi contacter l'inspection du travail ou encore se tourner vers un syndicat pour avoir de l'aide et des conseils.
Et retenez bien ce point, car il est absolument fondamental. Si une erreur est confirmée, la loi est très claire. L'employeur est obligé de verser un rappel de salaire pour tout régulariser. Et cette régularisation, elle peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Voilà, maintenant toutes les cartes sont sur la table. L'information, c'est vraiment la clé pour s'assurer que son travail est reconnu à sa juste valeur. La question finale est donc toute simple. Maintenant que l'on sait tout ça, est-ce que la rémunération perçue correspond bien à la valeur qui est fixée par les règles communes? C'est une vérification que chacun est maintenant en mesure de faire.